La voix est libre. Épisode 8, la jungle de Calais. 1998, tout commence dans ce parc de Calais avec une petite trentaine de migrants. Ce qui ne baisse pas du tout et n'est pas prêt de baisser, ce sont les arrivées de migrants vers l'Europe. Ils ont parcouru 2000 km pour fuir la guerre au Kosovo et rejoindre l'Angleterre, juste en face, leur terre promise. En France, le point de fixation, c'est Calais, où la tension s'accroît au fil des semaines. En fait, c'est la ville du Nord et au-delà la France qui est concernée au premier chef. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais dormir ce soir. Peut-être ici, par terre, à même le sol. En début d'après-midi, les tout derniers migrants de la jungle avaient été évacués manu militari par les forces de l'ordre. 2015, un monde en mouvement. Des milliers de personnes quittant chaque jour l'Afghanistan, la Syrie, le Nigeria, convergeant vers l'Europe par des chemins multiples, sans présager de ce qui les attend, sans savoir les politiques migratoires des pays d'accueil de plus en plus restrictives. À Calais, porte d'entrée vers l'Angleterre, la préfecture enregistre 6000 migrants en 2015. Ils étaient 800 un an plus tôt. Médecins du Monde décide alors de remettre des moyens et des forces dans l'accès aux soins des exilés sur les routes migratoires. Elle répartit ses missions à Calais, Grande-Synthe et Dunkerque entre sa division France et sa division internationale. Lorsque je suis revenu de Centrafrique, j'ai croisé notre directeur général qui m'a dit « Tiens Amine, tu ne le sais pas encore, mais tu vas à Calais. » Amine Trouvé-Bagdouche, ancien chef de mission Médecins du Monde dans les Hauts-de-France. Alors que je devais aller au Yémen à ce moment-là. Et j'ai dit « Bon, ok, d'accord, pourquoi ?» Mais il me dit « Tu vas voir, c'est assez complexe, c'est très chaud. » Et je devais rester 3 semaines. De 3 semaines, je suis passé 2 ans sur la mission. Je me suis retrouvé en France dans un contexte qui est celui de l'international, avec des gens effectivement que j'avais même pu connaître enfants, certainement, ou gamins, parce qu'ils avaient 25-30 ans, ces jeunes que je trouvais au camp, et qui venaient d'Afghanistan, dans des pays dans lesquels je suis allé, il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en arrière. C'est ça l'aboutissement de la politique internationale. Ça veut dire que 20 ans après la guerre en Afghanistan, donc c'est aussi ça le regard que je pouvais avoir sur le plan politique, c'est-à-dire ne pas me concentrer sur l'immédiat, mais d'avoir véritablement une espèce d'ADN de l'histoire de ces personnes, en fait. Pourquoi ils voulaient aller en Angleterre ? Pourquoi ? Parce que les Afghans, leur histoire, c'est aussi une histoire anglaise, par exemple. Donc me retrouver dans des camps avec ce sentiment de me retrouver dans chaque communauté, dans chacun des pays, parce que chacun avait refait son pays dans le camp. Chez les Afghans, je retrouvais la rue de Kaboul, quoi. C'était impressionnant, ou l'Irak, etc. Chacun refaisait son petit monde, avec les plus et les moins. Donc on avait un État qui refusait le problème. Plus que ça, c'est qu'il demandait même aux forces de l'ordre de régler un problème qui n'était pas réglable politiquement. Osman est accoudé au bar et après 4 mois dans le bidonville, ce Soudanais n'a pas abandonné l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Hier soir encore, j'étais à l'intérieur du tunnel sous la Manche et la police nous a attrapés. Je ne me sens pas bien parce qu'on m'empêche de continuer à croire en mon rêve. Si vous obligez quelqu'un à se rendre dans un endroit où il ne veut pas vivre, comment peut-il rester ? Ce n'est pas ça la liberté. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de maintenant, on devient fou. Alors, les gens passaient leur temps à organiser leur possible passage le soir ou les 2 jours qui allaient venir. Donc, il y avait effectivement des négociations qui se faisaient avec ce qu'on appelle des passeurs. Les passeurs prenaient beaucoup d'argent parce qu'il fallait qu'ils s'en distribuent aussi beaucoup. Attendre les repas, les distributions de repas, attendre la possibilité d'avoir une douche, etc. Mais à l'intérieur du camp, c'était ça. C'était des gens qui attendaient de passer en Angleterre. Mon asthme s'est empiré depuis que je suis ici. Je respire mal. Ça s'est aussi aggravé par le manque de sommeil. Je dors peu et je fais beaucoup de cauchemars. Cet ingénieur afghan d'une 40aine d'années a quitté son pays très jeune pour s'installer en Iran. Mais il y a quelques mois, il a été expulsé. J'ai eu des problèmes quand je suis retourné en Afghanistan. Des ennemis de ma famille m'ont attaqué, ils m'ont tiré dans le dos, m'ont menacé de mort. Je me suis échappé. J'ai traversé 9 pays pour arriver jusqu'ici. J'ai laissé ma femme et mes 2 enfants en Iran. Mon fils a 9 mois, je ne l'ai jamais vu car quand je suis parti, ma femme était enceinte. Quand j'appelle ma fille, elle pleure tout le temps. Elle ne comprend pas. C'est très dur pour moi.
Très vite, Médecins du Monde et d'autres ONG alertent sur les conditions sanitaires dans lesquelles vivent ces personnes en attendant de passer la frontière. Pas d'accès à l'eau, ni aux douches, ni aux toilettes, pas ou très peu de possibilités de voir un médecin. Les associations obtiennent que les migrants aient accès à la PASS, la permanence d'accès aux soins de l'hôpital de Calais. Aurélie Denoile est coordinatrice du programme Nord Littoral pour Médecins du Monde. Très rapidement, la PASS a été saturée. Et donc, on a été contraint d'ouvrir une clinique à l'intérieur en fait, du bidonville. Donc, on a mis en place des consultations médicales, des consultations infirmières. Et aussi, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin fort en santé mentale. Et donc, avec aussi des consultations avec la présence de psychologues. On a un partenaire qui est arrivé assez rapidement, qui était donc Médecins sans frontières, qui est venu en soutien au sein de notre clinique mobile. Et on avait nos consultations, elles étaient remplies de manière quotidienne. Ça, c'était un argument fort pour dire que les personnes, elles avaient besoin d'un accès aux soins de proximité. Les psychologues qui se relaient dans la clinique mobile rencontrent des migrants fragiles, perdus, qu'un éreintant voyage n'a pas récompensé. Au bout de la route, rien ne ressemble au rêve poursuivi. Amine Trouvé-Bagdouche. Lorsque la Syrie est rentrée en conflit interne très fort, très puissant, j'ai vu les premiers réfugiés syriens passer sur le Liban. Et il y avait une zone de no man's land entre le Liban et la Syrie. Dans ce passage de no man's land, j'ai vu la population vivre exactement les mêmes situations que ce qu'ils vivaient à Calais, voire pire, parce que le no man's land qui était entre la Syrie et le Liban, c'était un no man's land qui était dénoncé internationalement, politiquement, ce qui n'était pas le cas avec la France. Moi, j'étais extrêmement choqué de cette situation parce que j'étais en France. Ça a été une de mes missions les plus difficiles par rapport à toutes mes expériences sur la zone calaisienne et la zone de Grande-Synthe. Même sur le plan psychologique, quand on arrive dans un pays, on n'est pas de ce pays. On sait qu'on va repartir. Là, on est en France, on est impliqué. Ça veut dire qu'on se dit, mais j'ai la honte moi-même d'être de ce pays. Il fait froid ici sous les tentes. Il y a beaucoup de difficultés, mais nous sommes obligés de vivre ici. Surtout la nuit, il fait très froid, c'est insupportable. Et il y a des problèmes d'hygiène, on n'a rien pour se laver, il nous manque beaucoup de choses pour vivre correctement. Mais on fait avec. De ma fenêtre, et pas seulement d'humanitaire, de ma fenêtre et de la fenêtre de Médecins du Monde, aucun droit n'était respecté pour les migrants sur la zone calaisienne ou de Grande-Synthe. Aucun droit. Les seuls droits auxquels ils avaient accès, c'est ceux que les humanitaires ou les associatifs leur apportaient. Le droit d'asile, le droit au respect, le droit à pouvoir se laver, se changer, avoir un endroit pour un accueil, tout simplement. Hein. Le droit de ne pas être tabassé, le droit de ne pas être insulté, le droit à la nourriture qui était distribué par les associations qu'on interdisait d'exercer, et aujourd'hui le cas d'ailleurs. C'est même pire que de ne pas respecter le droit, c'est dénier le droit. Quand les gens, on leur distribuait des tentes, des couvertures chauffantes, etc., la nuit, les forces de l'ordre leur retirent et les brûlent ou les jettent. Donc on est plus que dans le non-respect du droit. On est dans créer des situations pour la population migrante de désespoir. Je pense à cette jeune femme qui devait avoir 24 ou 25 ans, elle est soudanaise, qui a pris tous les risques pour finalement mourir lors d'une tentative de passage complètement inorganisée. Mais il y en a eu plein comme ça. Je veux dire, je pense à cet Irakien qui essayait de parce qu'il avait eu peur que la police se trouve dans un camion, a passé la tête et a été décapité par un autre camion. Voilà, on est dans ça. C'est donc le début ce matin d'une gigantesque opération d'évacuation. Évacuation du bidonville installé à proximité de Calais, appelé la Jungle. Depuis 18 mois, des milliers de migrants s'y entassent. Ils sont 6 à 8 000 aujourd'hui. Le 18 octobre 2016, le tribunal administratif donne son feu vert au démantèlement du camp de la Lande. 6 jours plus tard, les opérations commencent au petit matin. Aurélie Denoile. Je décrirais ça comme un véritable chaos. On avait plusieurs milliers de personnes qui étaient évacuées.
sur l'ensemble de la France avec des destinations dont on n'avait pas connaissance. Nous, ce qui a été le plus difficile pour nous et nos équipes, c'était que pendant tous ces mois, on avait construit donc une relation avec les personnes et donc on a essayé de transmettre des numéros de téléphone pour que les personnes arrivées dans le lieu où elles seraient, elles puissent communiquer avec nous, qu'elles puissent avoir une continuité dans leur prise en charge médicale ou paramédicale. Globalement, on a eu peu de continuité et peu d'appels. À l'intérieur de cette caravane, les tout derniers migrants de la jungle, évacués manu militari par les forces de l'ordre. Certains emportent leurs bagages à la va-vite, dans une ambiance devenue électrique. Il est 14h, le bidonville vit ses derniers instants. Des tentes sont incendiées et la tension monte d'un cran. J'ai 2 téléphones et un ordinateur, toujours dans la caravane. Oui, mes papiers, ma carte d'identité, tout est dans la caravane. Loin de cette tension, d'autres migrants, hagards, semblent chercher leur chemin. J'ai des visions du démantèlement de groupes de personnes complètement désemparées, errant dans cette zone qui est démantelée avec des départs de feu partout. Par contre, j'ai une autre vision. Nous travaillons avec des art thérapeutes et le jour du démantèlement, elles ont proposé des activités. C'était complètement irréel. Il y avait cette équipe qui était présente avec quelques exilés autour, avec ces gens qui partaient dans tous les sens, une présence policière extrêmement forte. Et cette table, un peu comme si c'était un petit havre de paix. Les personnes, elles s'accrochaient à ce petit moment dans ce chaos complètement total. Depuis le démantèlement, on assiste maintenant à des démantèlements successifs avec une accélération des expulsions des différents campements, avec cette politique qui est annoncée, assumée par l'État, qui est le 0 point de fixation. Et on a vraiment cette réalité sur le terrain où on a une expulsion toutes les 24 à 48 heures des différents lieux de vie. Les conditions sont beaucoup plus précaires qu'avant le démantèlement. Les personnes, reconstruisaient un lieu de vie. Là, actuellement, du fait des démantèlements successifs, les personnes, elles n'ont même plus ce petit espace-là qui était à elles. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce qui complique également notre intervention, parce que du fait de ces expulsions successives, les exilés sont repoussés toujours plus loin. Ça complexifie l'accès à ces personnes. Et donc, pour nous, pour donner de l'information, pour leur permettre d'avoir un accès aux soins, ça rend toujours plus complexe notre travail.